Quand l'avocate Marguerite Dubois est entrée dans ce garage de banlieue, vêtue de son tailleur blanc à 2 000 €, quand elle a regardé le mécanicien avec sa combinaison tachée d'huile et a ri du devis qu'il venait de donner, quand elle a pointé du doigt et dit qu'il ne valait pas ce qu'il demandait, elle ne savait pas qu'elle était sur le point de commettre la plus grande erreur de sa vie. Il s'appelait Vincent Moreau, avait 41 ans, des mains pleines d'huile moteur et un sourire calme qui ne se déformait même pas face à cette humiliation publique. Elle était convaincue d'avoir devant elle un pauvre type qu'elle pouvait écraser. Il savait quelque chose qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Et quand la vérité a éclaté, quand Marguerite a découvert qui était vraiment cet homme qu'elle avait ridiculisé devant tous ses employés, son monde parfait s'est effondré comme un château de cartes. Voici l'histoire de comment l'arrogance peut aveugler même les personnes les plus intelligentes, et comment un homme humble a humilié quelqu'un qui se croyait supérieur. Si vous êtes prêts pour cette histoire, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. C'était un mardi après-midi d'octobre quand Marguerite Dubois franchit la porte du garage Moreau. Sa Mercedes classe E avait commencé à faire un bruit étrange ce matin-là. Un cliquetis métallique qui l'irritait profondément chaque fois qu'elle accélérait. Elle avait appelé la concession où elle l'avait acheté, mais on lui avait dit que le premier rendez-vous disponible était dans 4 semaines. 4 semaines. Elle, l'avocate Marguerite Dubois, qui facturait 550 000 € par an, ne pouvait pas attendre 4 semaines. Alors, elle fit ce qu'elle ne faisait jamais. Elle s'abaissa à chercher n'importe quel mécanicien. Le garage le plus proche de son cabinet était celui-ci, un hangar gris dans la zone industrielle de la banlieue lyonnaise avec l'enseigne bleue qui disait « Garage Moreau, réparation automobile ». Quand elle entra, le contraste ne pouvait pas être plus frappant. Elle portait un tailleur Armani blanc qui lui avait coûté plus que ce que certains des mécaniciens gagnaient en un mois. Aux pieds, des escarpins, loup-boutin à semelles rouges qui tranchaient sur le sol taché d'huile. Au poignet, une quartier dorée qui brillait sous les néons. Le sac en cuir marron qu'elle portait à l'épaule valait autant qu'une voiture d'occasion. Dans sa main, elle tenait un agenda en cuir noir et les clés de sa Mercedes. Elle avait 43 ans, des cheveux châtains ondulés qui tombaient parfaitement sur ses épaules, des boucles d'oreilles dorées qui scintillaient chaque fois qu'elle bougeait la tête et une expression qui disait clairement qu'elle considérait cet endroit comme indigne d'elle. Les mécaniciens se retournèrent tous pour la regarder. Ce n'était pas le genre de cliente qu'ils voyaient habituellement. Marguerite regarda autour d'elle avec une expression dégoûtée. Il y avait des taches d'huile sur le sol, des outils éparpillés partout, le bruit assourdissant des perceuses et des clés à molette, l'odeur d'essence et de graisse qui remplissait ses narines. Tout était si ordinaire. Un homme s'approcha d'elle. Il portait un simple t-shirt bleu foncé, taché de graisse et d'huile moteur. Il avait les bras musclés de quelqu'un qui travaillait avec ses mains tous les jours, des cheveux bruns un peu ébouriffés et une barbe de plusieurs jours. Il n'était pas mal, remarqua Marguerite malgré tout, mais il était clairement un ouvrier. Quelqu'un qui se salissait les mains pour gagner sa vie. Il lui demanda poliment comment il pouvait l'aider. Sa voix était calme, professionnelle. Marguerite expliqua le problème d'un ton qui rendait clair qu'elle rendait service à ce garage rien qu'en apparaissant. Elle dit que sa Mercedes faisait un bruit bizarre et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour la regarder immédiatement. L'homme hocha la tête et lui demanda les clés pour un diagnostic. Marguerite les lui donna à contre-cœur, comme si elle craignait qu'il puisse lui voler la voiture. Il disparut pendant environ 20 minutes. Marguerite resta debout dans la zone d'attente, refusant de s'asseoir sur les chaises en plastique qu'elle jugeait trop sales pour son tailleur. Elle vérifiait son téléphone, répondait à quelques emails, regardait impatiemment sa montre. Quand le mécanicien revint, il avait une expression sérieuse. Il lui expliqua que le problème était la chaîne de distribution. Elle était usée et devait être remplacée le plus rapidement possible. Sinon, elle risquait de casser et de causer des dégâts beaucoup plus importants au moteur. Il lui dit que le travail prendrait environ 5 jours et lui fit un devis, 800 €.
Marguerite le regarda comme s'il venait de dire la chose la plus absurde au monde. 1800 € pour changer une chaîne, c'était du vol, une escroquerie. Qui se croyait-il, ce mécanicien de bas étage, pour lui demander une telle somme? Ce qui se passa ensuite fut quelque chose que les employés du garage n'oublieraient jamais. Marguerite Dubois, avocate à succès, femme qui faisait trembler juges et adversaires au tribunal, perdit totalement le contrôle. Elle éleva la voix, pointa du doigt le mécanicien et lui dit devant tous les présents qu'il ne valait pas ce qu'il demandait. Elle lui dit qu'il était un voleur, un escroc, quelqu'un qui essayait de tromper les clients. Elle lui dit qu'elle gagnait en 1 heure ce qu'il gagnait en 1 semaine et qu'elle ne se laisserait pas avoir par un ignorant aux mains sales. Le mécanicien resta immobile. Il n'éleva pas la voix. Il ne se défendit pas. Il ne réagit pas aux insultes. Il la regarda avec ses yeux calmes, presque compatissants, et attendit qu'elle finisse. Quand Marguerite fut essoufflée, il lui dit simplement qu'elle était libre d'aller dans un autre garage si elle n'était pas satisfaite du devis. Il lui souhaita une bonne journée et se retourna pour retourner à son travail. Marguerite resta un moment sans voix. Personne ne l'ignorait comme ça. Personne ne la congédiait comme si elle était n'importe quelle cliente. Elle prit les clés sur le comptoir où il les avait posées et partit en claquant la porte. En montant dans sa voiture, elle se jura de faire payer ce garage pour l'humiliation subie. Elle écrirait des avis terribles sur Internet. Elle dirait à tous ses collègues d'éviter cet endroit. Elle ne savait pas que cette promesse allait revenir la hanter. Dans les jours qui suivirent, Marguerite emmena sa Mercedes chez un concessionnaire agréé du centre de Lyon. Le devis qu'elle reçut était de 2700 €. 900 € de plus que ce que demandait le mécanicien du garage Moreau. Mais au moins c'étaient des professionnels, se dit-elle. Au moins ce n'étaient pas des ouvriers ignorants qui ne connaissaient pas leur place. Pendant qu'elle attendait que la voiture soit prête, Marguerite fit ce qu'elle avait promis. Elle écrivit un avis assassin sur Google, accusant le garage Moreau de prix excessifs et de personnel impoli. Elle raconta à ses collègues du cabinet la terrible expérience qu'elle avait vécue, en exagérant les détails pour la rendre encore plus dramatique. Elle conseilla à tous d'éviter cet endroit. Elle se sentit satisfaite. Elle avait remis ce mécanicien arrogant à sa place, lui qui avait osé lui faire un devis si élevé. Elle lui avait donné une leçon. Mais sa satisfaction fut de courte durée. 1 semaine après l'incident au garage, Marguerite reçut un appel qui changea sa vie. C'était l'associé fondateur de son cabinet, le prestigieux cabinet Lefebvre & Associés. Il lui dit qu'elle devait venir immédiatement dans son bureau. C'était urgent. Marguerite ne comprenait pas ce qui pouvait être si urgent. Ses dossiers allaient de bien, les clients étaient satisfaits, ses heures facturables étaient parmi les plus élevées du cabinet. Elle n'avait rien à craindre. Quand elle entra dans le bureau de l'associé fondateur, elle trouva aussi les 3 autres associés seniors assis à table. Leurs expressions étaient sérieuses, presque sombres. Ils lui dirent de s'asseoir. Ils lui dirent qu'ils avaient un problème. Ils lui dirent que leur client le plus important, le groupe Moreau, avait décidé de changer de cabinet. Et la raison, c'était elle. Marguerite ne comprenait pas. Le groupe Moreau, elle n'avait jamais travaillé sur aucune affaire pour eux. Elle n'avait jamais rencontré personne du groupe Moreau. Comment cela pouvait-il être de sa faute? L'associé fondateur lui montra son téléphone. Il y avait un article dans un journal économique local. Le titre disait « Le PDG du groupe Moreau quitte le cabinet Lefebvre après un incident avec une avocate ». L'article racontait une histoire que Marguerite ne connaissait que trop bien. Une histoire qui impliquait un garage, un devis et une humiliation publique. Sauf que l'histoire était racontée d'un autre point de vue. Le mécanicien qu'elle avait humilié, cet homme au t-shirt taché d'huile qu'elle avait traité d'ignorant devant tout le monde, n'était pas un simple ouvrier. C'était Vincent Moreau, propriétaire du garage Moreau,
Mais surtout, il était le PDG et fondateur du groupe Moreau, un holding qui possédait une chaîne de 180 garages dans toute la France, 6 concessions automobiles de luxe et une participation importante dans un équipementier automobile. Sa fortune personnelle était estimée à environ 140 millions d'euros. Il était aussi l'un des clients les plus importants du cabinet Lefebvre. Il payait des centaines de milliers d'euros d'honoraires chaque année. Le cabinet gérait tous les contrats de ses garages, les acquisitions, les litiges. C'était le client dont rêvait tout avocat, et il avait décidé d'emmener toutes ses affaires ailleurs à cause d'elle. Marguerite quitta le bureau de l'associé fondateur avec des jambes tremblantes. Elle n'était pas virée, pas encore du moins. Mais on lui avait fait comprendre clairement que sa position au cabinet était en danger. Elle avait fait perdre au cabinet leur client le plus profitable. Sa carrière, qu'elle avait construite avec des années de sacrifices, s'effondrait à cause d'une humiliation qu'elle avait infligée à un homme qu'elle avait pris pour un pauvre type. Elle retourna dans son bureau et ferma la porte. Pour la première fois depuis des années, elle pleura. Elle ne pleurait pas sur ce qu'elle avait perdu. Elle pleurait de honte. Elle pleurait parce qu'elle avait réalisé quel genre de personne elle était devenue. Une personne qui jugeait les autres sur les vêtements qu'ils portaient. Une personne qui croyait que la valeur d'un être humain se mesurait au solde de son compte en banque. Une personne si aveuglée par sa propre arrogance qu'elle ne voyait pas la dignité chez les autres. Dans les jours qui suivirent, sa vie se désintégra pièce par pièce. Les collègues qui la respectaient avant l'évitaient maintenant. Elle entendait les chuchotements derrière son dos, les rires étouffés quand elle passait. L'histoire de l'avocate qui avait humilié un millionnaire en le prenant pour un pauvre type était devenue la blague du cabinet. Les clients commencèrent à vouloir être représentés par d'autres avocats. Personne ne voulait plus être défendu par elle. Sa réputation était en ruine. Sa vie privée aussi fut affectée. Son compagnon, un chirurgien esthétique avec qui elle était depuis 5 ans, la quitta. Il dit qu'il ne voulait pas être associé à quelqu'un qui était devenu la risée de tous. Il dit que sa réputation était importante pour sa carrière et qu'il ne pouvait pas se permettre d'être vu avec elle. Marguerite réalisa à ce moment que cette relation aussi était basée sur l'image, pas sur l'amour. Ils avaient été ensemble 5 ans, mais il ne l'avait jamais aimée, elle. Il avait aimé l'idée d'elle, l'avocate à succès, la femme élégante, le trophée qu'on pouvait exhiber lors des dîners entre collègues. Ses amis, ou celles qu'elle avait cru être ses amis, arrêtèrent de l'appeler. Personne ne voulait être associé à elle. Un mois après l'incident, Marguerite était assise dans son appartement vide avec une bouteille de vin pour seule compagnie. Elle regardait par la fenêtre les immeubles de la ville et se demandait comment tout cela avait pu arriver. Elle avait passé toute sa vie à construire une image de succès. Le diplôme avec mention, le master à l'étranger, les années de dur labeur dans les cabinets les plus prestigieux. Elle avait sacrifié amitié, relations, sa propre famille pour arriver où elle était arrivée. Et maintenant, tout s'effondrait. À cause d'un moment d'arrogance dans un garage. Marguerite savait qu'elle devait faire quelque chose. Elle ne pouvait pas laisser sa carrière se terminer comme ça. Elle ne pouvait pas accepter d'être seulement remémorée comme l'avocate arrogante qui avait humilié un millionnaire. Elle devait réparer cela d'une façon ou d'une autre. Alors, elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle alla au garage Moreau. Il lui fallut 5 jours pour trouver le courage. 5 jours pendant lesquels elle écrivit et réécrivit dans sa tête le discours qu'elle allait tenir. 5 jours pendant lesquels elle imagina toutes les façons dont cette conversation pourrait mal se passer. Quand elle franchit enfin la porte du garage, elle était une femme différente de celle qui était entrée 1 mois plus tôt. Elle ne portait plus le tailleur à 2000 €. Elle avait choisi une robe simple et sobre, pas de bijoux voyants, pas de chaussures à 500 €. Elle voulait montrer qu'elle avait changé. Les mécaniciens la reconnurent immédiatement. Elle sentit leur regard sur elle, vit les sourires qu'ils échangeaient. Elle savait ce qu'ils pensaient. L'avocate arrogante était revenue.
Elle demanda à parler à Vincent Moreau. On lui dit qu'il était dans son bureau au fond. On lui montra la direction. Marguerite traversa le garage avec le cœur qui battait. Chaque pas semblait peser des tonnes. Elle n'avait jamais demandé pardon à quelqu'un de sa vie. Elle ne savait même pas comment faire. Elle frappa à la porte du bureau. Une voix lui dit d'entrer. Vincent Moreau était assis derrière un bureau simple, dans une pièce qui n'avait rien du luxe qu'on pouvait attendre d'un homme de sa fortune. Au mur étaient accrochées des photos de garage, des certificats de formation, une vieille photo noir et blanc d'un homme âgé à côté d'une voiture ancienne. Il leva les yeux des documents qu'il lisait et la regarda. Il n'y avait pas de colère dans son regard, pas de triomphe, pas de revanche. Juste cette même tranquillité qu'il avait eue ce jour-là. Il lui demanda ce qu'il pouvait faire pour elle. Marguerite sentit les mots se coincer dans sa gorge. Elle avait préparé un discours, mais maintenant, face à lui, tout semblait insuffisant. Finalement, elle dit simplement qu'elle était venue pour demander pardon. Elle dit qu'elle s'était comportée horriblement, qu'elle l'avait jugé sans le connaître, que son arrogance l'avait aveuglée. Elle dit qu'elle n'attendait pas qu'il lui pardonne, mais qu'elle devait au moins essayer de réparer le tort qu'elle lui avait fait. Vincent l'écouta en silence. Quand elle eut fini de parler, il resta un long moment silencieux. Puis, il désigna la chaise devant le bureau et lui demanda de s'asseoir. Ce que Vincent Moreau dit à Marguerite dans ce bureau changea à jamais sa vision du monde. Il ne lui fit pas de sermon. Il ne l'humilia pas comme elle l'avait fait avec lui. Il lui raconta simplement son histoire. Il était né dans une famille pauvre. Son père était mécanicien dans un petit garage d'un village de Savoie. Sa mère faisait des ménages chez les gens riches. Ils n'avaient jamais eu grand-chose, mais ce qu'ils avaient, ils le partageaient avec amour. Vincent avait commencé à travailler dans le garage de son père quand il avait 17 ans, après l'école et les week-ends. Il avait appris à démonter et remonter des moteurs avant d'apprendre à conduire. Il avait de la graisse sous les ongles pendant que ses camarades de classe jouaient au football. Quand son père mourut, Vincent avait 26 ans. Il hérita d'un garage endetté et d'une mère malade dont il devait s'occuper. Il aurait pu abandonner, tout vendre, chercher un travail normal. Au lieu de cela, il travailla pendant des années 20 heures par jour, économisa chaque centime, réinvestit chaque bénéfice. D'un garage, il en fit 2, puis 5, puis 10. Il ouvrit les concessions, diversifia les investissements, construisit un empire à partir d'un hangar endetté. Mais le succès ne l'avait pas changé. Il ne s'était pas acheté de yacht ou de villa au bord de mer. Il ne fréquentait pas les clubs exclusifs de la ville. Il ne se vantait pas de sa richesse. Il vivait dans une maison normale, conduisait une voiture normale, avait des amis normaux, et il n'avait jamais arrêté de travailler avec ses mains. Chaque semaine, il passait au moins une journée dans son premier garage, celui où tout avait commencé. Il enfilait le t-shirt taché d'huile comme l'avait fait son père. Il réparait des voitures, parlait aux clients, se rappelait d'où il venait. Ses employés ne le respectaient pas parce qu'il était le patron, mais parce qu'il travaillait plus dur que n'importe lequel d'entre eux. Il connaissait les noms de leurs enfants, connaissait leurs problèmes, les aidait quand ils en avaient besoin. Pour eux, il n'était pas le millionnaire propriétaire de l'entreprise. Il était Vincent, le mécanicien qui s'était fait tout seul. Puis il lui dit quelque chose qui la frappa comme un coup de poing. Il lui dit qu'il n'était pas en colère contre elle. Il ne l'avait jamais été. Quand elle l'avait humilié devant ses employés, il n'avait ressenti que de la tristesse. Tristesse pour une femme si intelligente et si successful qui avait perdu de vue ce qui comptait vraiment. Tristesse pour quelqu'un qui mesurait la valeur des gens aux vêtements qu'il portait. Il lui dit qu'il n'avait pas retiré ses affaires du cabinet par vengeance, mais parce qu'il ne voulait pas que son argent aille à une organisation qui employait des gens capables de traiter les autres de cette façon. C'était une question de principe. Mais il lui dit aussi que les gens pouvaient changer, que le fait qu'elle soit ici, dans ce bureau, à demander pardon, prouvait qu'il y avait peut-être de l'espoir. Il lui demanda ce qu'elle allait faire maintenant. Marguerite quitta ce bureau transformé.
Elle ne retourna pas au cabinet, pas ce jour-là du moins. Elle marcha pendant des heures dans les rues de la ville, réfléchissant à tout ce que Vincent lui avait dit, à toute sa vie, au choix qu'elle avait fait, à la personne qu'elle était devenue. Elle réalisa qu'elle avait passé des années à courir vers un objectif qui ne la rendait pas heureuse. Le succès, l'argent, le prestige, elle avait tout sacrifié pour les atteindre. Et quand elle les avait atteints, elle était seule, vide, incapable de voir la valeur chez les autres. Dans les mois qui suivirent, la vie de Marguerite changea radicalement. Elle quitta le cabinet Lefebvre, pas parce qu'on l'y avait forcé, mais parce qu'elle avait compris que ce n'était plus l'endroit pour elle. Elle ouvrit son propre petit cabinet spécialisé dans le droit du travail. Elle ne gagnait plus 550 000 € par an, mais pour la première fois, elle se sentait utile. Elle aidait des ouvriers licenciés à tort, des employés exploités, des gens qui ne pouvaient pas pas se payer des avocats coûteux. Elle vendit l'appartement de luxe et déménagea dans un plus modeste. Elle vendit la Mercedes et acheta une voiture normale. Elle découvrit qu'elle avait besoin de beaucoup moins qu'elle ne le pensait pour être heureuse. Et quelque chose d'inattendu se produisit. Un jour, 6 mois après cette conversation dans le bureau du garage, Vincent Moreau vint dans son nouveau cabinet. Il avait besoin d'un avocat pour une affaire de droit du travail. Un de ses anciens employés l'attaquait pour licenciement abusif et il voulait quelqu'un qui comprenait les deux côtés. Il avait entendu parler du nouveau cabinet de Marguerite. Il avait entendu dire qu'elle s'était spécialisée dans la défense des travailleurs et il avait pensé que c'était peut-être exactement pour cela qu'elle était la bonne personne pour le défendre. Marguerite prit l'affaire. Elle découvrit que l'ancien employé était dans son tort, qu'il avait été licencié pour faute lourde après avoir volé dans le garage. Elle gagna le procès, mais elle le fit de façon juste, en respectant la dignité de toutes les parties impliquées. Cette affaire fut le début de quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu. Vincent et Marguerite commencèrent à se voir régulièrement. D'abord pour le travail, puis pour dîner, puis simplement pour être ensemble. Il lui apprit à voir la dignité dans chaque travail, en chaque personne. Elle lui apprit que même ceux qui commettent des erreurs peuvent changer, grandir, devenir meilleurs. 1 an après l'incident au garage, ils étaient ensemble. 2 ans plus tard, ils se marièrent. La cérémonie eut lieu dans la cour du garage Moreau, ce premier garage où tout avait commencé et où tout avait changé. Il n'y avait pas de vêtements à 10 000 €, pas de champagne coûteux, pas d'invités célèbres. Il y avait seulement les gens qui comptaient. Les mécaniciens qui travaillaient avec Vincent, les clients que Marguerite avait aidés, les familles des deux. Marguerite portait une robe blanche simple, sans fioritures. Vincent portait un costume bleu de la même couleur que le T-shirt qu'il avait porté ce jour-là dans le garage. Après la cérémonie, ils fêtèrent avec un dîner simple dans la cour. Du rôti de porc que les femmes du quartier avaient en préparé, de la bière de la brasserie locale, des gâteaux faits maison par les grands-mères. Quand ils échangèrent leurs vœux, Marguerite dit quelque chose qui fit rire tous les présents. Elle dit que tout avait commencé avec un devis qu'elle avait trouvé trop élevé, 1 800 € pour une chaîne de distribution, et qu'au final, elle avait payé beaucoup plus. Elle avait payé avec sa fierté, avec ses certitudes, avec tout ce qu'elle croyait savoir. Mais elle dit aussi que c'était le meilleur investissement de sa vie. Aujourd'hui, Marguerite et Vincent dirigent ensemble le groupe Moreau. Elle s'occupe des aspects juridiques, lui continue à passer 1 journée par semaine dans son premier garage avec le T-shirt taché d'huile. Ensemble, ils ont créé une fondation qui aide les jeunes de familles modestes à apprendre un métier. Ils ont 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon s'appelle Henri, comme le père de Vincente. La fille s'appelle Marie, comme la mère de Marguerite. Et chaque année, le jour de leur anniversaire de mariage, Marguerite amène sa voiture au garage Moreau pour une révision. Vincent lui fait toujours le même devis excessif et elle rit et paye sans discuter. Parce que certaines leçons, une fois apprises, ne s'oublient jamais. L'histoire de Marguerite et Vincent nous enseigne quelque chose de profond sur la nature humaine et le pouvoir de la rédemption.
Dans un monde où nous jugeons souvent les gens sur leur apparence, leur statut social ou leur possession matérielle, leur rencontre nous rappelle que la vraie valeur d'une personne réside dans son caractère, son intégrité et sa capacité à traiter les autres avec respect. L'arrogance de Marguerite n'était pas née de la méchanceté, mais de l'aveuglement. Elle avait passé tant d'années dans un environnement où le succès se mesurait aux honoraires facturés et au prestige du cabinet qu'elle avait perdu la capacité de voir la dignité dans un travail manuel honnête. Vincent, de son côté, aurait pu utiliser sa richesse et son influence pour détruire complètement la carrière de Marguerite. Au lieu de cela, il choisit une approche différente. Il retira ses affaires du cabinet non par vengeance, mais par principe. Et quand elle vint s'excuser, il lui offrit quelque chose de rare, une seconde chance basée sur le pardon authentique. Leur histoire illustre aussi combien nos préjugés peuvent nous coûter cher. Marguerite perdit non seulement un client important pour son cabinet, mais découvrit aussi que sa relation amoureuse et ses amitiés étaient superficielles, basées sur son image de succès plutôt que sur qui elle était vraiment. La transformation de Marguerite ne fut pas instantanée. Elle dut reconstruire sa vie depuis les fondations, abandonnant le luxe ostentatoire pour découvrir un sens plus profond du succès. Son nouveau cabinet, bien que moins lucratif, lui apportait une satisfaction qu'elle n'avait jamais connue dans sa course effrénée vers les honoraires les plus élevés. Vincent, lui, incarne cette vérité simple mais profonde que la richesse ne change pas nécessairement une personne si ses valeurs sont solides. Malgré sa fortune considérable, il continuait à travailler avec ses mains, à connaître ses employés personnellement, à rester connecté à ses origines. Leur mariage dans le garage fut symbolique. C'était là que l'orgueil de Marguerite s'était brisé, mais aussi là qu'elle avait commencé sa vraie vie. Au lieu de fuir cet endroit de sa humiliation, elle choisit de l'embrasser, comme le lieu de sa renaissance. La fondation qu'ils créèrent ensemble représente parfaitement leur nouvelle philosophie de vie. Au lieu d'accumuler richesse et prestige pour eux-mêmes, ils utilisent leurs ressources pour donner aux autres les opportunités que Vincent avait dû créer lui-même. Leurs enfants grandissent dans un environnement où le travail honnête est valorisé, où la réussite se mesure non pas seulement en euros, mais en vie touchée positivement, où l'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Le rituel annuel du devis excessif montre combien ils ont intégré la leçon. Ce qui était autrefois source de colère et d'humiliation est devenu un moment de joie partagée, un rappel de leur parcours commun. Cette histoire nous enseigne que nos plus grandes erreurs peuvent parfois devenir nos plus beaux cadeaux si nous avons l'humilité de reconnaître nos torts et le courage de changer. Elle nous montre aussi que derrière chaque uniforme de travail peut se cacher une personne extraordinaire et que le respect devrait être notre attitude par défaut envers tous ceux que nous rencontrons. Dans une société souvent obsédée par les apparences et le statut social, l'histoire de Marguerite et Vincent nous rappelle que les valeurs authentiques, l'honnêteté, le respect, la compassion, transcendent toutes les barrières de classe et de richesse. 10 ans plus tard, l'histoire de Marguerite et Vincent était devenue légendaire dans les milieux d'affaires lyonnais. Non pas comme une histoire de scandale, mais comme un exemple de la façon dont l'humilité et le pardon peuvent transformer des vies. Le groupe Moreau était devenu l'un des plus respectés de France, non seulement pour sa réussite financière, mais pour ses pratiques éthiques. Les conditions de travail dans ces garages étaient exemplaires, les salaires équitables et la formation continue encouragée. Marguerite, maintenant directrice juridique du groupe, avait développé une réputation de juriste intègre qui se battait autant pour les droits des employés que pour les intérêts de l'entreprise. Elle était souvent invitée dans les écoles de droit pour raconter son histoire, rappelant aux futurs avocats que leur profession était au service de la justice, pas seulement du profit. « J'ai appris, disait-elle souvent dans ses conférences, que le vrai succès ne se mesure pas à ce qu'on accumule, mais à ce qu'on construit. Et on ne peut rien construire de durable sur l'arrogance et le mépris. » Vincent continuait son rituel hebdomadaire au garage original. Mais maintenant, ses enfants l'accompagnaient parfois. Henri, 8 ans, montrait déjà une fascination pour les moteurs,
tandis que Marie, 6 ans, préférait observer les interactions humaines, posant des questions pertinentes sur pourquoi son papa traitait tout le monde de la même façon. Parce que, expliquait Vincent, chaque personne a une histoire importante. On ne la connaît pas toujours, mais elle mérite toujours notre respect. Un jour, un jeune avocat arrogant entra dans le garage, se comportant exactement comme l'avait fait Marguerite des années plus tôt. Il était impatient, méprisant, traitant les mécaniciens comme des inférieurs. Les employés regardèrent Vincent, se demandant comment il allait réagir. Au lieu de se révéler ou de donner une leçon, Vincent fit simplement son travail. Il donna un devis honnête, accepta le refus avec grâce et souhaita à l'homme une bonne journée. Mais Marguerite, qui était là ce jour-là pour une réunion, eut une autre approche. Elle suivit le jeune avocat dehors. « Excusez-moi, dit-elle, je suis Marguerite Moreau. J'aimerais vous raconter une histoire sur un jour où j'ai fait exactement ce que vous venez de faire. » Le jeune homme, reconnaissant le nom, s'arrêta pour l'écouter. Marguerite lui raconta brièvement son histoire, sans dramatiser, juste les faits et les conséquences. « Je ne vous dis pas ça pour vous faire honte, conclut-elle. Je vous le dis parce que j'aimerais que quelqu'un me l'ait dit avant que j'apprenne de la façon difficile que nos préjugés peuvent ne nous coûter plus que nous ne l'imaginons. » Le jeune avocat repartit pensif. Quelques semaines plus tard, il revint au garage, cette fois avec une attitude complètement différente. Il s'excusa auprès de Vincent et de son équipe et devint par la suite l'un des avocats les plus respectueux de sa génération. Cette histoire se répéta plusieurs fois au fil des années. Le garage Moreau était devenu, sans le chercher, un lieu de leçon de vie. La fondation créée par Marguerite et Vincent avait, entre-temps, formé plus de 500 jeunes au métier de la mécanique. Beaucoup avaient ouvert leur propre garage, perpétuant les valeurs d'honnêteté et de respect apprises auprès de Vincent. Certains de ces anciens apprentis étaient même devenus millionnaires à leur tour, mais tous gardaient les pieds sur terre, se rappelant d'où ils venaient. Un jour, Henri demanda à son père pourquoi il continuait à travailler dans le garage alors qu'il était riche. « Parce que, répondit Vincent en montrant ses mains tachées d'huile, ces mains me rappellent qui je suis vraiment. Et si j'oublie qui je suis, je risque de devenir quelqu'un que je ne respecterai pas. » Marie, elle, avait posé la même question à sa mère. « Pourquoi tu ne travaillais plus dans un grand cabinet comme avant? »« Parce que j'ai découvert, répondit Marguerite, que la vraie grandeur ne vient pas de la taille de son bureau, mais de la taille de son cœur. Et mon cœur est plus grand maintenant qu'il aide des gens qui en ont vraiment besoin. » À 15 ans, Henri annonça qu'il voulait devenir ingénieur automobile pour inventer des voitures qui ne tomberont jamais en panne. Marie, à 13 ans, voulait devenir avocate pour aider les gens comme maman. Leurs parents sourirent. Leurs enfants avaient compris la leçon sans avoir à vivre l'humiliation. Le soir du 15e anniversaire de leur rencontre, Marguerite et Vincent étaient dans le garage fermé, seuls avec leurs souvenirs. « Tu regrettes parfois ?» demanda Vincent. « La vie que tu avais avant? » Marguerite regarda autour d'elle, les outils bien rangés, les photos de leurs employés et de leurs familles sur le mur, les dessins de leurs enfants scotchés près du bureau. « Cette vie-là n'était pas vraiment la mienne, dit-elle. C'était un costume que je portais. Une pièce que je jouais. Cette vie-ci, c'est qui je suis vraiment. » Elle prit les mains tachées d'huile de son mari dans les siennes. « Tu sais quoi? Ce devis à 1 800 € reste la meilleure affaire de ma vie. J'ai payé 1 800 € pour une nouvelle chaîne de distribution, mais j'ai reçu une nouvelle vie en retour. » Vincent sourit. « Tu sais que je peux encore te faire le même devis, avec plaisir. »« Et je peux encore payer sans discuter ?» répondit-elle en riant. Certaines plaisanteries, comme certaines leçons, ne vieillissent jamais. L'histoire de Marguerite et Vincent nous rappelle que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans ses vêtements coûteux ou son compte en banque, mais dans la dignité avec laquelle elle traite les autres et l'humilité avec laquelle elle traverse la vie. Cette histoire nous enseigne que nos plus grandes chutes peuvent devenir nos plus beaux commencements, que le pardon authentique a plus de pouvoir que la vengeance. Et que parfois, il faut perdre ce qu'on croit important pour découvrir ce qui compte vraiment.
Derrière chaque uniforme de travail peut se cacher une histoire extraordinaire. Et chaque être humain mérite notre respect, indépendamment de son statut social. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a touché et dites-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà jugé quelqu'un trop vite sur son apparence? Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent l'humilité, le pardon et la transformation humaine.